Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. Nous sommes au 23e numéro de Critique Info. Ça fait 23 numéros depuis qu'on a commencé. C'est vrai qu'on va continuer peut-être à le compter jusqu'à ce qu'on va se fatiguer. Alors, donc le mois de janvier continue, mais il faut dire que ce mois de janvier est en train de finir. Nous allons vous donner certaines informations au sommaire, c'est-à-dire des informations comme ça qu'on peut rapidement ramasser dans les cadres des rumeurs. Ce n'est pas des rumeurs, mais en tout cas des informations, on peut dire sérieuses. Mike Mukebai et Daniel Safou, encore une fois, accusés, attaqués en justice. On les accuse d'avoir triché aux élections législatives et puis aux provinciales pour Mike Mukebai, législatives pour Daniel Safou. On dit qu'ils n'ont pas obtenu autant de voix que possible, ce qui peut déranger. Donc demain ou après-demain, quand la Cour va rendre son verdict, il peut se faire que Mike Mukebai et Daniel Safou soient totalement éjectés ou confirmés. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, dans certaines conditions, un député national, un candidat député national n'est valablement député qu'après les résultats définitifs. Parce qu'en ce moment où nous parlons, tous les députés nationaux sont des députés provisoires. On attend des recours, parce qu'il y a eu beaucoup de recours. Au niveau, par exemple, de Lingouala, il y a José Noël Cheke qui, lui, estime avoir été à la tête de cette circonscription provinciale. Il a donc apporté autant de preuves. C'est maintenant à la Cour de voir, d'examiner le moyen de poser et de voir dans quelles conditions il a été élu député provincial. Est-ce que la CENI s'était trompée sur base des faux PV? Est-ce que les témoins, disons les candidats eux-mêmes ont des PV? Alors, comme dans le cas de Mike Mukebai par exemple, s'il s'avère que la Cour s'est saisie du dossier, comme la Cour s'est déjà saisie du dossier, maintenant la Cour va examiner la véracité des PV. On va demander à l'accusateur, c'est-à-dire à M. Noël Cheke, de pouvoir apporter des PV. Et si M. Noël apporte véritablement des PV, ça veut dire de PV totalement et convenablement signés, en ce moment-là, la Cour pourra maintenant examiner à la deuxième méthode. Ça veut dire demander aussi à Mike Mukebai de prouver sa réussite. On ne peut demander à Mike Mukebai de prouver sa réussite ou sa victoire que lorsque M. Noël Cheke aura apporté des preuves. Si M. Noël Cheke n'apporte pas assez d'éléments, on n'aura pas besoin d'inquiéter M. Mike, parce que dans notre système juridique, celui qui allègue les faits doit en avoir de preuves. Je m'explique. Ça veut dire ceci. En lingala, ça veut dire ngai na homo fortus. Ngande na kofunda monsieur Louvumbu par exemple, ngande na kofunda monsieur Lomboto, tongande na kofunda monsieur Jean-Pierre Mongala, ngande na fundi bango. Ce qui ngande na fundi bango, il faut ngande na ba preuve. Ça veut dire il faut que moi j'amène de preuves parce qu'on dit en droit chez nous celui qui allègue les faits doit en apporter les preuves. En d'autres termes, celui qui accuse doit véritablement soutenir son accusation avec de preuves. Tu ne peux pas dire à quelqu'un on m'a volé des voix sans aucune preuve. Ou tu ne peux pas dire à quelqu'un on m'a volé les voix, je veux qu'on recommence. Non, c'est un travail énorme que vous demandez aux gens. On ne pourra peut-être pas le faire parce qu'il était combien de juges. Si on doit refaire pour tout le monde, ça va être compliqué. Donc, pour faciliter l'appareil judiciaire, le travail, vous devez, vous personnellement, vous qui estimez avoir été volé, vous devez apporter des preuves comme ça. C'est sur base de ces preuves-là. Quand on verra que vous dépassez la limite, vous atteignez la limite d'être élu, en ce moment, on dit d'accord, il a intérêt. Nous demandons maintenant au gagnant de pouvoir lui aussi apporter des preuves pour confirmer sa victoire. Et c'est là que le problème commence. Alors, dans de pareilles circonstances, si Mike Mukebai est en difficulté de prouver sa victoire, alors Mike Mukebai va être éjecté. Mais si Mike Mukebai prouve sa victoire en ayant beaucoup de PV, approuvé, donc ça veut dire la CENI a bien proclamé le résultat et M. Mike Mukebai sera confirmé et M. Joël Noël va être obligé d'attendre la législature prochaine. Il a la même situation pour M. Daniel Safou qui est attaqué par Jackman Chabani de l'UDPS. On l'attaque par l'UDPS en disant qu'il n'a pas obtenu autant de voix que possible au niveau de législative. Alors, mais il n'y a pas que M. Jackman, il y en a beaucoup qui attaquent les résultats, qui disent que non, il n'y a vraiment pas eu de bons résultats. Chaque candidat
qui estiment avoir été volés de voix ou qui estiment avoir été victimes apportent eux aussi les PV. Ça va se passer de la même manière. Le juge va encore une fois regarder la véracité des PV. Est-ce que ces PV-là sont signés convenablement, conformément à la loi? Est-ce qu'il y a eu de signature, la date, l'heure et tout, le numéro de bureau, le centre et tout? On va voir tous ces éléments pour finalement dire bon droit. Ça veut dire ce PV est recevable. En ce moment-là, Mike Mukebai, Daniel Safou peuvent se retrouver en dehors de l'appareil législatif. Donc, mesdames et messieurs, c'était justement une petite analyse pour vous montrer dans quelle situation les choses évoluent. Mais Mike Mukebai, à l'entendre parler, Mike Mukebai dit disposer de tous les PV possibles. Donc, il n'a rien à craindre. Si vous suivez Daniel Safou, c'est aussi la même chose. Ils étaient derrière au Parlement du peuple, pardon. Oui, justement au Parlement. Donc, les deux semblent ne pas avoir peur des tracteurs. Ils disent, bon, ce sont des coups politiques, il n'y a rien. On attend, et nous le souhaitons d'ailleurs, une très bonne chance. Donc, on attend. Ça peut arriver qu'ils restent députés, ce qui est une très bonne chose, surtout pour les électeurs qui ont voté pour eux. Il peut être éjecté, ce qui est une bonne chose pour ses détracteurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu que Daniel Safou et Mike Mukebai remportent les élections. Voilà un peu ça va se passer. Celle qui n'est pas dérangée, c'est Christelle Wanga, qui elle n'a pas été contestée parce qu'elle vient en deuxième position après M. Lemba Lemba. Et Lemba Lemba, lui non plus, n'est pas dérangé parce qu'il est le premier sur la liste. Ndeko Eliezer, c'est aussi la même chose. Il n'est pas inquiété parce qu'il a été le premier dans la liste des députés nationaux. Voyez-vous? Donc ça va être difficile qu'on puisse aujourd'hui l'attaquer parce que celui qui va devoir l'attaquer doit avoir des preuves. C'est un peu comme si quelqu'un veut attaquer Vital Kamerhe à la tête des députés nationaux. Non, c'est pas possible. Ça ne sera pas possible à ce niveau parce que pour l'attaquer, il faut apporter autant de preuves que vous ne puissiez pas être deuxième, que vous ne puissiez pas être troisième, mais que cela vous place au niveau de la première position pour qu'on arrive à accéder à votre demande. Sinon, votre demande sera taxée des téméraires et des vexatoires, comme certaines demandes ont été dirigées. Voilà un peu, mesdames et messieurs, comment vous pouvez réfléchir si vous avez besoin, bien évidemment, de réfléchir droit. Sauf si vous voulez faire la politique. Si vous voulez faire la politique, ok, vous allez entrer dans la sociologie, dire ce que vous voulez, ce que vous pensez et tout. Mais si vous voulez rester cohérent selon la loi congolaise, et c'est lorsque nous pensons être logique, voilà la démarche et voilà comment le raisonnement peut se tenir. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question de droit que j'aimerais bien répondre. Vous avez vu, parce que nous sommes encore dans ce plateau précaire, le temps pour nous de trouver notre bon plateau qui est en train d'être refait, il est en construction, on est en train de le faire. C'est vrai que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on est en train de le faire. C'est quand on aura ce plateau-là qu'on va diversifier les émissions, que vous aurez des belles émissions. Mais pour l'instant, permettez qu'on mette un peu tout dans un même sac, toujours pour vous. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre un magistrat et un juge au Congo. Je vous ai dit ceci. Quand on parle de juges debout ou des juges assis, il y a une différence dans la mesure où, au Congo, nous avons, dans l'architecture juridique au Congo, nous avons d'abord le tripet. Le tripet, ça veut dire le tribunal de paix. Et puis nous avons au-dessus, quand vous montez un peu, vous avez le tribunal des grandes instances qu'on appelle TGI. Les tribunaux des grandes instances, on les trouve généralement dans chaque ville. On trouve des tribunaux des grandes instances dans chaque ville. On les trouve, comme ici à Kinshasa, on en a combien, je crois, 2 ou 3. Le tribunal des grandes instances. Et au tribunal des grandes instances. Et puis quand vous montez un peu, vous avez ce qu'on appelle les cours d'appel. Les cours d'appel sont des instances judiciaires qu'on trouve généralement dans les provinces. Dans les provinces. On trouve cela dans les provinces. Mais généralement, c'est dans les circonscriptions que nous pouvons retrouver ces choses-là. Mais au Congo, nous trouvons ça dans les provinces. Il peut y en avoir autant, comme à Kinshasa, il y en a 2 cours d'appel. À Mbandaka, il y a
une seule cour d'appel. À l'Équateur, pardon, il y a une seule cour d'appel qui se trouve en Mbandaka, mais avec le démembrement de provinces, ainsi de suite, le 26 provinces, on doit avoir en principe 26 cours d'appel, plus une cour qui est ici à Kin, ça fait 2, c'est-à-dire Kin déjà avait une, et puis plus on ajoute encore une par rapport à la géostratégie et la population et tout. Alors, ils ont réparti celle-là comme ça. Donc, après la cour d'appel, je suis dans la branche du tribunal, comme on dit, des cours et tribunaux. Nous sommes partis du Tripet, nous sommes montés au niveau de TGI, ça veut dire les tribunaux des grandes instances, et puis nous montons au niveau de la cour maintenant, de la cour d'appel. Après nous montons, nous avons la cour de cassation, après nous montons, on a le Conseil d'État, après nous montons, nous avons ce qu'on appelle la cour constitutionnelle. Vous avez vu, là on est dans la branche de cours et tribunaux. Ce qui n'est pas à comparer avec le parquet. Le parquet, c'est l'organe de la répression. Le parquet, c'est l'organe de la recherche des infractions. Le parquet est aussi composé de la même manière. Il y a chaque parquet attaché à chaque tribunal ou à chaque cour. Au niveau de Tripet, nous avons un parquet près de Tripet. En réalité, c'est ensemble, c'est mélangé. Et puis quand nous montons un peu, nous avons ce qu'on appelle les TGI. Nous avons un parquet qu'on appelle le parquet de TGI. Qui siège au niveau du parquet? Ceux qui siègent au niveau du parquet, on les appelle généralement des procureurs. On les appelle aussi les officiers du ministère public, ce qu'on appelle les OMP. À la police, on les appelle des OPJ, officiers de police judiciaire. Au niveau du parquet, on les appelle les officiers du ministère public. Parce qu'ils exercent leur ministère publiquement devant les gens. Et un magistrat, quand il est debout, les procureurs, c'est-à-dire ces magistrats-là, avant de parler, ils s'élèvent, ils doivent toujours se lever. Au cours d'une audience, vous voyez, il y a des gens qui sont assis, quand ils parlent, on les appelle des juges. Et nous avons des procureurs ou des magistrats, quand ils veulent parler, ils doivent se lever. C'est pourquoi on les appelle des magistrats debout ou des juges debout, des magistrats debout. Ils se tiennent debout pour parler. On les appelle des procureurs. Avant de parler, ils doivent se lever. Ils se lèvent un peu comme un avocat, mais ce n'est pas un avocat. Il est parti au procès aussi. C'est lui l'organe qui accuse. C'est lui l'organe qui est saisi pour mettre de l'ordre. On appelle ça aussi l'organe de la loi. On appelle ça aussi organe de la loi. Au niveau du tribunal de grande instance, nous avons ce qu'on appelle le parquet de grande instance. Le parquet de grande instance est géré par un procureur. Voyez-vous, par un procureur général. Le conseil, pardon, la cour d'appel est... Non, le parquet de grande instance est géré par ce qu'on appelle un procureur de la République. Le procureur de la République est attaché au parquet près la cour, près le tribunal qu'on appelle le parquet de la République. Lorsque nous montons un peu au niveau de la cour, vous avez un parquet qui est attaché à la cour qu'on appelle aussi le parquet général. Voyez-vous, c'est le parquet général. Le parquet général, là, on trouve les PG. Et puis on va trouver les substituts, les avocats, tout ça, les avocats aussi généraux, et les substituts, tout ça, tout ça. Au niveau du procureur, on trouve aussi les premiers substituts et tout. Mais quand vous montez maintenant au niveau du Conseil d'État, vous trouvez aussi un procureur général maintenant de la République près la Cour de cassation, près le Conseil d'État, près la Cour constitutionnelle. Si vous dépassez le niveau de Cour d'appel, le parquet qui est attaché à ces trois organes-là, ça veut dire le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, parce qu'avant c'était ce qu'on appelait la Cour suprême, c'était éclaté en trois. Il y a le Conseil d'État, il y a le la Cour de cassation, et puis vous avez la Cour constitutionnelle. Le parquet qui se rattache à ces trois choses-là, on appelle ça les parquets généraux de la République, où nous trouvons le PGR. Il y a un parquet général attaché à la Cour constitutionnelle, un parquet général attaché à la Cour d'appel, pardon, à la Cour, au Conseil d'État, et puis à la Cour de cassation. On les appelle les procureurs généraux de la République. C'est vrai que c'est technique pour comprendre ça, mais à bongo. Donc désormais, quand vous voyez un procureur, c'est un procureur. Oh, bakani mutona tribunal, bakanga mutona tribunalité. Le parquet, c'est au parquet qu'on arrête quelqu'un. C'est au parquet après avoir arrêté quelqu'un, le parquet vous entend.
vous auditionne. Et les parquets, s'ils estiment que cette affaire doit être portée au niveau du juge, les parquets instruisent les dossiers. Bah, mais il n'y a pas juge à Yoki, à Sambisi. C'est le juge qui, je vais dire juge. C'est lui qui juge et celui qui condamne. Au parquet, on ne peut pas condamner. Au parquet, on ne peut pas condamner. Au parquet, nous sommes dans un parquet, il va être détenu. Voyez-vous, il est détenu. Il est dans un régime qu'on appelle la détention préventive. Bakangi Kuna pour la détention. Il est encore en détention. Il n'est pas arrêté. C'était le cas de notre ami Peter Tiani. Azala qui arrêté, Azala qui poursuivi, entendrier et détenir. Azala qui non arrêté, c'est-à-dire détenu. D'ici entre guillemets la prison, mais d'ailleurs ça l'office à maison d'arrêt. D'ici en entendant bayokaye et qu'on prolonger détention naïe. Prolonger de 15 jours, une renouvelable. Bando bandelango, tenir aussi longtemps, sauf ceux qui jugent à 5 lever main. Donc, ça, qui n'a expliqué, mais je crois avoir expliqué cette question de droit chez nous au Congo, comment ça se passe. En Europe, ou en France, ou en Belgique, c'est pas moi, en Suisse, partout, ça ne peut pas forcément se passer de la même manière. Nous, le juge et les avocats, avant de parler, ils doivent être habillés, sauf en matière d'enfants. Civil. Mais dans la matière, on parle comme ça. Il faut à l'attente. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis où vous trouvez des avocats qui plaident, ou même en Angleterre, des avocats qui plaident avec leurs habits. Chez nous, au Congo, on ne peut pas s'habiller au rose de la veste ou que nous plaider. C'est dans des cas extrêmement rares et dans des matières bien précises. Voilà un peu des questions que j'aurais pu répondre dans Bandeko. Maintenant, parlons de journaux parus ce matin. Le négociateur avance des noms: Némi Mouiliania, Bahati Lukwebo, virtuel premier ministre de Fachi. Mesdames et messieurs, cette histoire commence à déranger beaucoup de personnes, c'est vrai. On ne veut pas avoir Némi Mouiliania ou Bahati Lukwebo au niveau de la primature. Vous devez d'abord comprendre une chose. La primature revient de droit à la majorité parlementaire. C'est de droit. C'est de droit. C'est à eux de désigner, s'ils obtiennent, ils arrivent à obtenir la majorité parlementaire qu'ils n'ont pas encore jusque-là. Parce que le FCC n'est pas reconnu par notre loi congolaise. Le FCC, CACH, la MOUCA sont des organisations, je vais dire fantômes, ou des organisations virtuelles, des organisations qui n'ont pas de personnalité juridique, qui ne saisissent pas notre loi, qui ne saisissent pas notre législation, qui ne saisissent pas notre appareil fonctionnel de l'État. Ça veut dire nous ne sommes pas liés à eux. Donc la majorité qu'on estime, qu'on attribue au FCC, c'est une majorité sociologique. Ce n'est pas une majorité juridique, ce n'est pas une majorité de droit, c'est une majorité de fait. Donc une majorité de fait, elle est encore virtuelle, elle ne s'oppose à personne. Donc en nommant un informateur, si M. Félix Antoine Tshisekedi nomme un informateur, un fait négociateur, qui va aller dégager, coopérer, si vous voulez, acheter des députés, pour faire sa propre majorité parlementaire, c'est très possible. Il suffit de dégager un réseau de gens frustrés là-bas, exploiter les conflits qu'il y a au sein du FCC pour avoir sa propre majorité. Et on peut être surpris demain ou après-demain, le jour où on va nommer le Premier ministre, que ce soit quelqu'un de très proche de Félix. C'est très possible. Tout est question de comment vous allez manigancer les choses, comment vous allez arranger les choses. Et je dois ici dire aux Congolais, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, celui qui a beaucoup plus besoin de cette paix, de cette unité, c'est Kabila, ce n'est pas Félix. Les gens se trompent énormément en faisant des analyses. Bon, je comprends. Celui qui a besoin de refaire la paix, ce n'est pas Félix, c'est Kabila. Pourquoi? Monsieur Kabila a un problème sérieux avec les étrangers. Sérieux avec les impérialistes. Alors un problème très sérieux. On ne le pardonnera pas pour le code minier. On ne le pardonnera pas pour le kilo d'uranium qu'il a donné encore à la Corée. On ne lui pardonnera pas ces choses-là. On ne lui pardonnera pas d'avoir vendu, voyez-vous, le marché africain, le marché congolais à l'Asie. Aujourd'hui, si vous êtes au Congo, si vous venez au Congo, vous parcourez, vous faites le répertoire, vous allez retrouver quoi? Vous allez voir une chose. Vous allez remarquer que toutes les boutiques, tous les magasins, toutes les grandes entreprises sont asiatiques. Et donc le Français, le Belge, les Américains ont perdu la main. Suivez religieusement le discours de Trump, suivez religieusement le discours de la France et de la Belgique.
vous allez comprendre que ces gens ont perdu la main face à une force. Alors, une force totale sur... Et donc, les impérialistes, quand ils pensent avoir perdu le marché congolais, parce qu'aujourd'hui, ceux qui profitent de ce marché sont des Asiatiques. Ils viennent de très loin, ils ne viennent plus de l'Occident, ils viennent plutôt de l'Orient. Et vous avez vu la sympathie de façon claire que M. Kabila a réservée aux Asiatiques. Et ça n'a pas plu aux Blancs, ça n'a vraiment pas plu aux Américains. Donc ces gens ne sont pas d'accord avec sa manière de faire les choses, ne sont pas d'accord avec la manière de Kabila de faire les choses. Et quand ils voient que Kabila est rentré dans une logique qui n'était pas la leur, ça veut dire... organiser des élections sous fonds propres, parce que ça, il faut le reconnaître. Kabila a organisé seul les élections parce qu'il ne voulait pas être bloqué ou dérangé ou imposé par qui que ce soit. Il organise des élections seul, mais dans les conditions que tout le monde connaît, des très mauvaises élections, c'est vrai, mais c'était sur fonds propres. Et il a bien dit aux gens, il dit, je ne veux pas être finalement poussé par qui que ce soit, je ne veux pas. Parce que ces gens-là, quand ils viennent vous donner de l'argent pour organiser vos élections, ils vous collent aussi leurs observateurs. Ils vous collent leurs observateurs en principe pour préparer une sorte de contestation si ce n'est pas leur candidat qui sort. Quand ils avaient encore besoin de Kabila en 2006, ils avaient envoyé leurs observateurs. Et tous les observateurs avaient dit qu'il y avait de petites irrégularités qui ne remettaient pas en cause l'ordre d'arrivée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Maintenant, en 2011, ils avaient encore besoin de Kabila, mais peut-être pas convenablement. Parce qu'avec Félix Tshisekedi, avec sa politique de rigidité, il n'était pas très flexible à la coopération avec les Blancs. Ce que son fils a montré qu'il était très flexible d'ailleurs. Ce qui fait que quand il parle avec Kabila, il se rend compte que Kabila est le moindre mal. On peut encore aller avec lui. Alors il nous colle aussi des observateurs. Et ces observateurs disent la même chose. Il y a des irrégularités, mais qui ne remettent pas en cause l'ordre d'arrivée. Mais après cela, entre 2011 et 2016, M. Kabila va se comporter de la manière la plus mauvaise vis-à-vis des Blancs. Vous avez suivi ses discours nationalistes, entre guillemets, il raconte des choses, il veut rompre des relations avec certains pays, et bon, il peut chasser des Belges chez nous, il peut facilement répondre par biais de son porte-parole, M. Mende, le porte-parole du gouvernement, qui a à un moment donné tenu des propos discourtois à l'égard de la Maison-Blanche, discourtois à l'égard de Hollande, à l'égard de Sarkozy. Bref, l'appareil du Congo était un appareil qui s'attaquait à toutes les forces impérialistes. Mais jamais, alors jamais, une fois contre l'Asie. Toutes ces choses ont compté. Toutes ces choses ont compté. Le jour où M. Kabila vient revisiter le code minier, c'est là que la pomme de discorde va commencer. C'est là que le diable va rentrer dans le bénitier. Alors ça, c'était un coup de trop. Et ces Blancs ont dit non, non, ça suffit, il faut le faire partir. Maintenant, il faut utiliser qui? Ces Blancs étaient très proches à Katumbi. Si je vous parle de faits, je n'analyse pas, je donne des faits. Ces Blancs étaient très proches de Katumbi parce que Katumbi savait déjà le code minier. Il connaissait ce que le code faisait, ou c'est le coup que le code avait porté contre le Blanc, dans le portefeuille de Blanc, dans le portefeuille des Occidentaux. Parce qu'il faut vous dire que ces gens avaient fait la loi chez nous d'une manière pas possible. L'argent du cuivre, l'argent de ces minéraux, nous ne pouvions pas le voir. Les Blancs venaient acheter à leur propre prix. Ils ne construisaient pas des hôpitaux pour les gens. C'était des hôpitaux, pour la plupart des cas, des hôpitaux mouroirs. Il n'y avait pas de route. Alors qu'à l'époque de Mobutu, quand il y avait négociation, c'est que la ville de Kimpushi a été construite comme ça. La ville de Kolwezi a été construite comme ça. La ville de Moneditu, la ville un peu de Lubumbashi, ces villes ont été construites sur base de ces contrats-là. Mais avec le nouveau code, personne n'a voulu appliquer ce contrat-là. Ces gens se sont fait passer des maîtres en achetant des inspecteurs. Ils ont profité d'une situation de précarité au Congo. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et M. Kabila, pour jeter un coup comme il avait entendu, comme il avait compris que le Blanc n'était plus avec lui, il dit « Ok, on va tous perdre alors. Comme c'est le code minier que vous voulez et que je suis le seul à vous donner cette possibilité-là, eh bien je ne le fais pas. » Donc M. Kabila fait quoi? Il va revisiter le code en renforçant beaucoup de choses, en mettant beaucoup, entre guillemets, du sérieux dans le code, parce que le code, juridiquement, est un bon code. Juridiquement, est un bon code, mais politiquement, c'est un acte de guerre, une déclaration de guerre. Alors, M. Kabila, sachant qu'il a besoin de rester au pays, parce que ces Blancs-là lui ont promis de tout faire, on va te poursuivre en justice. Tu es l'auteur de beaucoup de cris, beaucoup de morts et tout. On va réveiller des choses. On va réveiller des morts de la FDL. On va réveiller les histoires des fausses communes, des Cameroun Sampou. On va prendre tous ces dossiers, on va ramener ça au niveau de la justice internationale. Et vous ne pouvez pas vous défaire de cela parce que votre pays est signateur.
Voyez-vous le problème? Alors M. Kabila a dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en ce moment? Il faut trouver quelqu'un qui va me protéger, qui accepte de me protéger. Or, cette protection-là, personne ne pouvait le lui donner si ce n'était pas Félix. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu n'avait pas le contrôle de lui-même. Martin Fayulu ne peut pas décider lui-même sans ses deux frères. Je parle de Katumbi et je parle de Bemba. Et Bemba et Katumbi représentent pour Kabila des ennemis potentiels. Vous avez suivi les discours, n'est-ce pas, au courant de la campagne? Le camp de Bemba et les camps de Bemba et Katumbi promettaient des arrestations et des poursuites à Kabila. On va t'arrêter, toi et ta famille politique. Dans n'importe quelle situation, même toi qui es monsieur à la maison, tu vas être dans une insécurité totale. Parce que s'il faut arrêter Kabila maintenant, on l'arrêtera à tout moment pour de faits commis il y a de cela longtemps. Et en tant qu'animal politique, il a joué son jeu. Il joue sa carte maintenant. Il essaie de voir qui je peux protéger, qui je peux favoriser ou qui je peux faciliter. Ou qui peut me faciliter la tâche. Et quand ils vont voir les élections, comment ça s'est présenté et tout, le discours qui semblait être un discours prometteur, un discours de sécurité, un discours de protection, un discours je dirais, de réconciliation, de calme, c'était le discours de Fachi. Parce que Fachi disait, on ne va pas faire à la chasse à la sorcière. On ne va pas vous arrêter. Nous n'allons pas vous exposer. Si vous permettez qu'il y ait alternance pacifique. Parce que tôt ou tard, on aurait eu cette alternance, mais on l'aurait eu à un prix élevé. Peut-être qu'il y aurait eu une guerre, il y aurait eu un coup d'État, il y aurait eu beaucoup de choses. Donc finalement, M. Félix dit non, nous on va passer à côté de ces choses-là. Là, nous sommes dans la logique où il y a eu arrangement. On est dans cette logique-là, où il y a eu arrangement. Et donc, on va voir les voix maintenant. On ne peut pas donner à Chadari, parce que de toute façon, Chadari avait lamentablement échoué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donner à quelqu'un qui avait obtenu beaucoup de voix. Et qui avait obtenu beaucoup de voix? Visiblement, vous avez vu, Fayulu avait obtenu beaucoup de voix, mais Félix Tshisekedi nous a montré à la suite qu'il a aussi obtenu beaucoup de voix, au point que la présumée réussite ou victoire des Fayulu commence à être contredite, semble être contredite sur terrain. En faisant quoi exactement? En comparant le cercle de frustration et le cercle de réjouissance. Quand on commence à comparer maintenant, oh, mais Martin dit qu'il a été élu. Mais comment les gens ne sont pas sortis pour protester? Comment les gens ne sont pas sortis? Quand on compare le nombre de gens qui sortent pour se réjouir, ce nombre est si important que ceux qui disent qu'ils ont perdu les élections. On leur a volé des voix. Mais comment ceux à qui on a volé des voix ne sortent pas dans la rue, ne protestent pas, ne crient pas, même à la maison, ils ne crient pas pourquoi? Mais pourquoi ceux qui ont gagné crient? Ils sortent dans la rue. Et du coup, vous voyez, ça divise l'opinion davantage. Les gens se disent, mais bon, peut-être qu'il n'a pas été élu aussi que ça. Est-ce qu'il a été élu? Combien de voix a-t-il obtenu? Comment il n'arrive pas à prouver qu'il a obtenu ces voix? Donc, au regard de toutes ces choses, je suis en train de vous dire combien M. Kabila a été dans l'obligation d'arranger, de faire la paix. Donc, je ferme la parenthèse. C'était pour vous faire comprendre qu'entre les deux, ce Kabila qui a beaucoup plus besoin de conserver cette amitié, parce que sa paix, sa quiétude, son avenir dépendent de la manière dont il va traiter avec Félix. Donc il n'a pas intérêt de le bloquer, il n'a pas intérêt de l'empêcher de travailler, parce que s'il l'empêche de travailler, Félix peut tout de suite, même maintenant, dire ok, bon, d'accord, on va tout faire capoter. De toutes les façons, je suis déjà président. Et en ce moment, qu'est-ce qui peut se passer comme problème? Félix peut laisser la porte ouverte à la CPI, d'instruire suffisamment le dossier. Et Kabila n'ayant pas de poids maintenant, n'ayant pas une couverture, parce que la couverture du sénateur, c'est une couverture très légère qu'on peut enlever avec un petit français simplement. Un petit mot de français, c'est fini. Les immunités tombent et on te poursuit en justice, la justice internationale. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'enjeux que les gens ne prennent pas vraiment au sérieux. Pourtant, c'est comme cela. Donc ne vous gênez pas de voir quelqu'un du FCC revenir. Mais qu'est-ce que l'on demande à Félix Tshisekedi? Le peuple a demandé à Félix ceci. Nous savons que vous allez travailler dans une sorte de cohabitation si vous n'arrivez pas à remporter la majorité. Et si vous remportez la majorité, on sera dans une sorte de coalition. Mais nous voulons premièrement que le l'UDPS comprenne que ce n'est plus un parti de contestation et maintenant un parti de gestion. Dans la contestation, vous avez visiblement la critique, vous avez les impulsions, vous avez les émotions dans une démarche de contestation. Mais maintenant, dans une démarche de gestion, vous avez maintenant la responsabilité
vous avez les réalisations et vous avez les actions. En ces moments-là, on ne proteste pas, on travaille. Et vous devez donc changer la philosophie de votre pays, de votre parti maintenant. Appliquez tout ce pourquoi vous êtes battus. Vous êtes battus pour quoi? Pour quelle finalité? Voilà, nous nous sommes battus pour ceci. Ok, mettez-les maintenant en pratique. Le discours, non, l'heure n'est pas au discours. C'était un très bon discours. Un discours vraiment rassembleur, prometteur, tout. Mais quelle est la garantie de ces discours? Nous devons maintenant voir ça sur le terrain. Et ainsi, on demande encore, le peuple demande à l'UDPS de veiller à ce que les anciennes personnes, ceux-là qui ont déjà travaillé dans la gestion de la République, ils ont déjà été ministres. Nous avons vu leur gestion, on a vu leurs résultats. Pas que nous les aimons pas, mais parce que nous avons vu comment ils ont travaillé. Vous ne pouvez pas faire revenir au Congo le ministre des Infrastructures. Non, comment vous allez faire revenir un ministre comme ça quand on sait que tout en étant ministre, les routes étaient délabrées? C'était même ça, comment on appelle, les leitmotiv. Il n'y a pas de route au Congo. Même si vous achetez votre belle voiture, comment vous allez rouler avec cette voiture? Où? Sur quelle route vous allez le faire? Ça dit qu'il n'y avait pas de route à dessert agricole, il n'y avait pas de route à dessert même académique, dans la mesure où la route qui mène vers l'université congolaise, l'université a été coupée pendant 3 ans. Et le ministre n'a totalement rien fait, celui de l'infrastructure. Vous comprenez un peu? Nous savons tous que pour construire une route, 1 kilomètre vaut $1 million. Ça, c'est d'ailleurs là où il n'y avait rien quand on veut créer une route. Mais quand on veut réhabiliter des routes ou les adapter, on n'a plus besoin de $1 million. Quand on a $1 million, ce n'est plus 1 kilomètre, ça peut être 1 kilomètre 500 mètres. Ça peut être 1 kilomètre 300 mètres ou même 1 kilomètre 600 mètres. Donc, vous comprenez un peu? Les gens n'ont plus besoin de voir les anciens ministres qui avaient déjà travaillé, dont on connaît même la substance intellectuelle. Alors, les gens ont besoin d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle classe politique. Et là, ça ne peut venir qu'avec Félix. Même sur le plan de la communication, ça marche encore. Donc, Félix, au-delà de ce qu'il peut faire, il doit veiller. Même quand on va lui envoyer des noms, il dira non, non, pas ces noms. Envoyez-moi un autre nom. Ça, il en a la possibilité parce qu'il est président de la République. Il a le pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire que le président ne peut nommer que la personne qu'il connaît et qu'il croit qu'il va travailler convenablement. Donc vous pouvez avoir votre monsieur. Les partis politiques ont ce qu'on appelle des quotas, ont ce qu'on appelle de postes. Mais les partis politiques ne sont pas... En fait, le président n'est pas obligé de nommer un nom. Non. Le président, c'est ça même le sens du pouvoir discrétionnaire. C'est même ça le sens de son pouvoir, souverain. Il dit aux gens, non, non. Vous voulez que je nomme Néhémie comme Moulania comme ministre, comme premier ministre? Ok. Néhémie fait quelqu'un de très intelligent, je connais, il était directeur de cabinet de Kabila. C'est grâce à Néhémie qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Ce rapprochement entre Kabila et Félix Tshisekedi, ce rapprochement entre Kabila et beaucoup d'autres forces politiques. Ce rapprochement, si Kabila a accepté aujourd'hui, malgré tout ce qu'on pouvait lui dire, s'il a accepté de laisser, s'il a accepté de ne pas faire un coup de force, de ne pas passer par coup de force, parce que ce n'est pas un cadeau, mais il y a entre autres des gens comme Néhémie Moulania. Néhémie Moulania, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est quelqu'un de très intelligent, un avocat, un juriste, un monsieur très intelligent. Et on a compris quand il est arrivé au cabinet du président de la République, c'était quelqu'un qui pouvait dire au chef de l'État des vérités. J'ai eu une conférence avec lui, dans une conférence où il était le parrain et il était aussi intervenant. J'étais intervenant aussi. On s'est salué après la cérémonie. Mais tu vois, quelqu'un de très lucide, quelqu'un qui comprend. C'est pourquoi il a été élu même chez lui là-bas. Donc, humblement, je pense que si lui, il est Premier ministre, moi, ça ne me posera vraiment pas un problème. D'autant plus qu'il n'a jamais géré la République. Il était député, il était directeur de cabinet, il n'a jamais géré. Des gens comme ça, on peut encore accepter de le voir. Mais pas des gens comme monsieur, par exemple, Bati Lukwebo, ministre. Non, pas du tout. Comment Bati Lukwebo va être ministre alors qu'on sait qu'il a travaillé au ministère de Plan? Il a travaillé au ministère de l'économie. Mais quel type d'économie avions-nous? Je crois que M. Félix doit avoir un œil regardant pour voir chaque nom. Il dit non, non, vous avez déjà travaillé pendant longtemps. Vous avez été ministre de l'économie. Mais voilà comment ça s'est passé. Voilà la situation économique de notre pays quand vous étiez ministre. Alors nous ne voulons plus revenir avec vous dans les mêmes conditions. Comme c'est ma gouvernance, alors c'est une gouvernance d'expertise, je voudrais maintenant amener des nouvelles têtes. Vous pouvez être des vice-ministres, vous pouvez revenir dans le gouvernement, mais dans d'autres fonctions, laissant les fonctions premières là, entre les mains des gens qui n'ont pas encore travaillé. Le Congo a beaucoup d'intellectuels. On peut recourir à ces intellectuels-là. Le ministère de la Jeunesse, le ministère du Sport, le ministère de l'Éducation. On doit les donner à des gens
qui n'ont jamais travaillé, mais qui ont la tête, qui savent comment on peut faire, qui ont une nouvelle énergie, qui ont une nouvelle manière de voir les choses. Je crois que ça va être très important et très intéressant. C'est un peu ce que le négociateur est en train de dire. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition-là. Il faudrait que M. Félix fasse un effort de ne pas reconduire les anciens ministres qui ont travaillé. Il y a beaucoup de manières de les récompenser. Ils peuvent aller dans l'administration publique. Ils peuvent rester dans les cabinets politiques. Il y a beaucoup de choses. Ils peuvent rester dans des cabinets politiques ou dans leur parti, ils peuvent déléguer des gens. Et encore qu'il faut dire que tous ces gens sont des députés, pour la plupart. Ils sont députés, ils peuvent rester à l'Assemblée nationale, faire de lois. Ils peuvent rester là-bas pour faire appliquer la loi. Ils peuvent rester là-bas pour contrôler l'exécutif. Je crois que c'est comme ça. Donc je crois que monsieur, sur ce point-là, Félix ne doit pas tergiverser et ne doit pas non plus être coopératif sur la question. Il doit être serein et sévère en disant non, non. Ceux qui ont travaillé ont eu leur temps de travailler. Vous avez des gens comme M. Mende. M. Mende, depuis 2002, il est aux affaires. Ah, franchement, il y a 80 millions d'habitants qui peuvent faire mieux que lui. Vous avez M. Kaboualoulou, si c'est Kaboualoulou de Mines. Depuis que moi je suis Christian, il n'est que là aux Mines. Comme si c'était un pouvoir, il était né pour travailler là-bas. Non. C'est un travail d'État et qu'il faut laisser aux autres aussi le temps de travailler. Vous n'êtes pas le seul à maîtriser tout ça. Parce que vous savez, l'usure aussi, l'usure du pouvoir enivre. Plus vous passez le temps dans un système, vous risquez de ne rien faire. Comment nous avons une production aujourd'hui beaucoup plus importante que quand on était avec Mobutu? Mais les gens, à l'époque de Mobutu, il y avait assez de salaires, assez de conditions de vie, plus qu'aujourd'hui. C'est quand même pas possible, non? Donc, je crois humblement qu'on doit travailler convenablement si nous voulons que les choses évoluent. Voilà un peu les quelques explications que j'aimerais apporter aux Congolais. Donc, voilà les recommandations que le peuple a faites à M. Félix. Je reviens dans la deuxième version du 23e numéro pour parler des autres journaux, qu'est-ce qu'ils disent et analyser encore davantage. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Homo Fortu, celui qui a été de l'autre côté de la réalisation. Moi, que vous aimez déjà, merci beaucoup. Alors, je vous demande quoi aujourd'hui? Publiez nos vidéos dans vos pages Facebook, dans vos pages WhatsApp. Publiez cela. C'est très important. Il faudrait que le Congolais apprenne à faire des bons débats. Il faut que le Congolais se sépare un peu de son sac obsessionnel ou de ses émotions pour réfléchir convenablement. Et aussi, faites des débats utiles. Quand tu vois que le débat n'est pas prometteur, ne le fais pas. Ne fais pas un débat avec des gens qui ne comprennent pas. Ne cherche pas à raisonner quelqu'un qui est fanatique. Ne cherche pas à les raisonner. Il ne comprendra jamais. Tu peux beau crier, mais s'il est fanatique, tu ne le convaincras jamais. Les fanatiques sont ceux-là qui ne tiennent pas compte de la raison. Et ils sont dans les émotions et dans les tripes. Alors évitez de débattre avec eux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'amour est en Dieu, Dieu est amour. Paix dans le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.